Rosière et Joyeuse aiment à chicaner pour savoir si notre légendaire Carolus a perdu son épée rive gauche ou rive droite de la Baume. Mais le capitaine de vaisseau Raoul Perrault voyait plutôt l'origine de Joyeuse à la Blachère, en un lieu qu'il appelait Héroméduos, aujourd'hui Drôme-la-Romaine. Alors qu'il la rêvait grecque, on l'appellera la Romaine. Mais cette pierre dressée commémore aussi une occupation humaine bien plus ancienne en ce pays. Au croisement des chemins de Jamel, Berriasson et Drôme se trouve la ferme de la Vérune, une terre fertile au cœur d'un paysage magnifique. Les joyeux randonneurs, sur le sentier qui mène à Bourbouillet, aiment à faire une pause à la Vérune, auprès de deux curieux amas de pierres que la tradition locale qualifie de tours et ruines romaines. 1957, Robert Saint-Jean et Raoul Perrault redécouvrent les vestiges gallo-romains signalés par bien d'autres auteurs. Saint-Jean surtout fait le rapprochement entre le bloc épigraphique remarqué au château de la Saumée à la Blachère et un autre bloc resté en place sur le site de la Vérune, dit anépigraphique. Traduisons, les deux blocs présentent des moulures similaires, mais seul le premier porte une inscription en lettres capitales romaines. En fait, ce n'est qu'un petit tronçon d'un bloc plus important, car depuis le XVIIIe siècle, à chaque relevé, un morceau disparaît. Avec Calvet, avec Séguier, avec Dubois. Aujourd'hui ne reste que le dernier fragment, conservé à Aubenas dans la cour du château, sous la bonne garde du conservateur l'abbé Jean Charret, qui le tient à l'œil. Plus d'une centaine d'autres blocs du même monument se trouvent dispersés sur le site. Et une des premières tâches de la recherche consiste dans le recensement de ces blocs éparpillés. Ils sont numérotés, dessinés, répertoriés. Roger l'Auxerrois garde un doute sur l'origine locale de Marcus Ialus Bassus. Elle vient en l'honneur duquel ce monument se dressait. Il s'agit d'apporter des preuves. On réclame des fouilles. Il faut lever la brume. Mais il y a menace dans l'air. À Carnaval, tout est permis. En 1988, on s'en prend aux grosses têtes du Conseil général, sur le point de trancher entre les divers tracés d'un projet de déviation des villes de Rosière, Joyeuse et la Blachère, engorgées par une circulation automobile estivale autant qu'infernale. Dans le même temps, beaucoup plus sérieusement, les propriétaires victimes s'organisent. Des pétitions sont lancées, il y a un appel du 18 juin. Alors Jean-Claude Boyer, il y a une vingtaine d'années, vous êtes viticulteur à Drôme, à la Grangette. Est-ce que cette déviation est-elle une horreur ou une bénédiction? Votre première réaction? Une horreur ou une bénédiction? Moi, c'était une horreur parce que la première chose que j'ai vue, c'est le tracé, le premier tracé qu'ils avaient fait, qui passait juste contre la maison. Là. Bon, il n'y avait pas si longtemps qu'on était dans la maison. Je peux vous dire que pendant quelques nuits, j'étais quand même inquiet de ce truc-là, hein, parce que... 83, considéré comme la principale victime, vous êtes nommé président. Vous avez l'idée d'une association large. Je crois qu'il faut dire que c'est M. Garland qui est venu me trouver, qui m'a dit il faut monter une association pour, disons, essayer de se défendre au mieux contre cette déviation. Et bon, j'ai été nommé président. Parmi les membres fondateurs, on trouve qui dans l'association? Monsieur Garland, secrétaire, Monsieur Faure, trésorier, Thérobe Paul, agriculteur, Roland, plombier et Marc, électricien. Et puis, il y a eu aussi M. Barbu. Monsieur Barbu, agriculteur, M. Noireau, retraité, M. Bessé, agriculteur, M. Barial... Beaucoup d'agriculteurs, mais aussi les autres propriétaires, commerçants, amis et sympathisants. Ça n'a pas été tout seul. Ça a duré combien d'années? Mais je crois que ça a duré plus de 10 ans. Et... 10 ans de lutte. Ouais. Alors ça représente des courriers.
Il faudra demander à Monsieur Noirol de vous faire voir la pile de courrier. On a une pile de courrier fort impressionnante. Et on a tapé à toutes les portes et disons, il a frotté des DE. Non, c'était des gens qui faisaient toujours la sourde oreille et ça a été très 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 difficile de leur faire comprendre que bon, il y avait d'autres solutions. Les deux propriétaires des parcelles du site sont Monsieur Faure, agriculteur, et Monsieur Thérobe, Paul. Robert Faure, propriétaire viticulteur, gardien vigilant du site de la Vérune, souvent ramasse dans ses vignes des fragments de tuiles romaines à rebord, les tégulés. Un hiver, il découvre, par hasard, en bêchant d'une parcelle, pour y mettre des plants de vigne en jauge, il trouve une terre rouge bizarre, qui marque l'emplacement d'un mur de villa gallo-romaine. Parce qu'il a toujours aimé l'histoire et l'archéologie de son pays, il en fait part à l'association. De toute façon, on a toujours fait suivre les informations. Auprès de qui alors? Surtout de Madame Duprat, et c'est elle qui ensuite contactait telle ou telle personne spécialisée dans tel ou tel domaine. Et Madame Métairie, alors comment est-elle arrivée alors? Mais Madame Métairie est arrivée un petit peu plus tard parce qu'on avait passé des articles dans la presse et voyant ces articles dans la presse, elle est venue se joindre à nous. Devant les menaces d'éventrement du site, tous étaient bien décidés à s'y opposer. Paul Thérobe, à Drôme, monte une ferme équestre. Il mène ses chevaux à paître sur les terres du site où sont amassés d'énormes blocs de pierre taillés dans un calcaire compact très différent de celui qui forme les murettes alentours. Une ferme équestre, non? Il avait un projet. Il a installé sa ferme équestre et donc sur ces parcelles, ses chevaux y étaient parqués. Mais quant au bloc, je les connais de longue date parce que étant tout jeune, on gardait les vaches avec Paul et ses frères et on a joué bien longtemps autour de ce bloc en ignorant même exactement ce qu'étaient les blocs. C'est que beaucoup plus tard que j'ai appris que c'était, disons, les restes d'un monument. Et il est évident que si la déviation était passée sur le site, il n'en resterait plus grand-chose à nos jours. Paul Thérobe et Robert Faure ont toujours facilité la recherche sur leurs terres. La première hypothèse formulée, le monument s'est écroulé à l'emplacement où l'on retrouve ces blocs. Deuxième hypothèse, finalement celle qui fut retenue, les blocs, après l'écroulement du monument, ont été rassemblés sur une parcelle inculte pour faciliter les travaux des champs et combler un avène dangereux pour le bétail. On cherche alors l'assise du monument et on se tourne vers la tour. Quand les gros soucis de la déviation se sont un petit peu atténués, ensuite donc on a décidé de baptiser le village Drôme-la-Romaine et on a fait un repas avec tous les habitants de Drôme et tous les membres de l'association et même les invités, tous les gens qui avaient été, disons, plus ou moins sympathiques avec nous. On s'est retrouvés, je ne me rappelle plus, près de 200 je crois. Et on avait fait ça sur la place de Drôme, et ça, disons, laissé un souvenir périssable chez les gens du village. Le travail de l'association ne se fait pas tout seul. Il y a des moments graves, difficiles, pénibles, des tâches ingrates. Jacques Noirot, retraité depuis la fin 80, a sa résidence secondaire à Drôme. Il joint l'association pour prendre la responsabilité de secrétaire. Dépositaire des archives, il peut témoigner preuves à l'appui. Malgré la menace qui pèse, le travail de recherche s'effectue plutôt dans la joie et la bonne humeur. Il se souvient des prospections de surface, comme on doit dire. On a bousculé un peu les cailloux aussi, avec pelles et pioches. André Métairie a trouvé avec lui une aide précieuse dans sa généreuse participation, et qui par émulation en a entraîné d'autres encore. Les découvertes et résultats des efforts de chacun sont rassemblés dans un dossier de recherche communiqué à la DAH par André Métairie. André Métairie, professeur de lettres classiques à Lyon, a une maison de campagne en Ardèche, à la Blachère. Dans l'association, elle développe son volet mise en valeur du patrimoine local. Elle entretient relations harmonieuses avec la DAH.
Elle anime des sorties à thème archéologiques. Les membres de l'association s'en font un régal. Avec ses élèves, elle organise des classes patrimoine et prospecte sur le site de la Vérune. Ils ont la chance de découvrir des fragments de céramique sigillés, dont le décor et la signature du potier permettent d'en préciser provenance et date de fabrication. Il y a par exemple Cabiatus de la Graufezinck, près de Millau, dans l'Aveyron. Enfin, très précieux, elle est épigraphiste et reste plusieurs années en la compagnie de Marcus Ialius Bassus. Voilà un personnage célèbre dans cette histoire, mais il est noyé de brume. Jeudi 13 mars 2003, dans une cave du Vieux-Joyeuse, j'ai rencontré Marcus Ialius Bassus. Il se faisait brosser le portrait dans un atelier de peinture. Mais qui était-il vraiment ? On va le suivre, pas à pas, dans une inscription latine, telle qu'André Métairie la reconstitue pour nous. En épigraphie latine, les mots, souvent abrégés, ne sont pas séparés les uns des autres. M pour Marcus, Ialio de Ialius, nom d'origine gauloise, MF de Marci Filio, fils de Marcus, Voltigna, nom de la tribu indiquant son appartenance à la citoyenneté romaine provinciale. Basso de Bassus, un surnom. En Ardèche, cette plaisante habitude ne saurait surprendre puisqu'elle se pratique encore de nos jours. Dans la cité d'Alba, comme en Gaule narbonnaise, on trouve d'autres membres de la même famille. Famille dont la notion est plus complexe que celle d'aujourd'hui, puisque des liaisons d'adoption existent qui l'élargissent considérablement. Les deux surnoms, Fabio, Valeriano, qui suivent, lui viennent de sa famille maternelle. Marcus naît dans une famille riche et de classe sénatoriale, ordre romain où sont recrutés les hauts magistrats de l'Empire. Il deviendra même consul, titre le plus honorifique après celui d'empereur. On le cite de suite après son identité. Pourtant, il est d'abord prêteur, c'est-à-dire magistrat judiciaire, chargé de faire exécuter et interpréter la loi romaine. Vers l'année 155 de notre ère, sous l'empereur Antonin le Pieux. Attention, là nous entrons dans la partie restituée seulement d'après d'autres inscriptions sur le personnage. Legato legionis, c'est-à-dire légat de légion, commandant militaire de la légion Gemina. 10e ou 14e, on hésite selon les auteurs. À nouveau, nous entrons dans le vestige. Ces 8 lettres sont mises pour les 3 mots legato Augusti propraetore, ce qui veut dire qu'il continue sa carrière comme légat impérial, délégué de l'empereur Antonin, et comme ancien prêteur, il est nommé gouverneur de province. Fin de la première ligne. On passe à la deuxième ligne. Elle est un peu plus courte, comme le suggère le vestige d'Aubenas. Donc, gouverneur de la province de Pannonie inférieure, province danubienne correspondant de nos jours à l'ouest de la Hongrie, plus une partie de la Croatie. Après ce séjour en Europe de l'Est, dans les années 156 à 160 de notre ère, il revient à Rome pour exercer la fonction de curateur des travaux publics, architecte en chef on dirait aujourd'hui. On lui attribue la finition du temple d'Antonin et Faustine, dont on admire ici l'apothéose. 161, mort d'Antonin le Pieux. Marc Aurèle et Lucius Verus, les 2 fils adoptifs d'Adrien, lui succèdent. Marcus est à nouveau légat impérial et proprêteur, mais pour une autre province aux limes de l'Empire, celle de fin de la ligne médiane. Le graveur impitoyable préfère placer un petit cœur ou une feuille de lierre avant de passer à la ligne. 3e ligne, Moesiae, c'est la faute à Calvet.
nous retrouvons notre ami Marcus en Mésie inférieure, sur les bords de la mer Noire, entre Macédoine et Dacie, dans les années 163-164. Comiti Augustorum, littéralement, qui a la confiance de l'empereur, celle de Marc Aurèle et Lucius Verus qui règnent ensemble, pour faire la guerre. Nous sommes en 165. C'est une nouvelle expédition contre les Parthes, l'ennemi le plus oriental de l'Empire romain. À la frontière sur l'Euphrate, au sud-ouest de la mer Caspienne, aujourd'hui l'Irak et l'Iran. La forteresse de Douro-Europass, sur la rive occidentale de l'Euphrate, témoigne des affrontements terribles des deux empires. Les horreurs de la guerre parthique, commencée sous Trajan, sont gravées dans la pierre sur la colonne trajane. Celles de Marc Aurèle, accompagné de Marcus Iulius Bassus, sont illustrées sur la colonne aurélienne, Piazza Colonna, à Rome. Il y a victoire, mais empoisonnée. 169, mort de Lucius Verus, et l'armée romaine ramène la peste à Rome. Legado Augustorum Propraetore, fin de carrière, un nouveau légat impérial et propriétaire, dans une province qu'il connaît à fond, en Pannonie. Les barbares ont profité de l'affaiblissement de l'armée romaine pour se révolter. C'est la dernière campagne de Bassus, elle lui fut peut-être fatale. Pannoniae Superioris forment les dernières lettres de l'inscription et du vestige exposé à Aubenas. Aucune mention sur sa mort, comme de sa naissance. Marcus est-il mort loin de sa famille, ou finit-il ses jours retiré sur ses terres natales? On perd sa trace. Sa mémoire, honorée à Lavérune, présente encore des points obscurs à André Métairie et Joël Duprat, délégué Rhône-Alpes de la direction des antiquités historiques, dont l'antenne, à côté du magnifique chantier de fouilles de l'ancienne capitale helvienne, Alba la Romaine, est nichée à l'ombre du château médiéval, dans le vieux village, mais qui nous montre aujourd'hui porte close, et ses grandes tristesses. Par leur persévérance, Joël Duprat et André Métairie obtiennent l'urgence et le financement de 2 opérations de sauvetage pour Lavérune. Nathalie Cossalter, doctorante, commence une thèse sur le site et vient reprendre avec l'équipe d'Alba les sondages engagés un peu trop rapidement par l'association, très enthousiaste. La première fouille de 1991 met au grand jour les fondations de 2 murs parallèles, délimitant un couloir dont le sol est drainé par un caniveau couvert de dalles. Plus loin, on trouve le soubassement d'un autre mur, avec le seuil d'une porte de communication entre 2 assez vastes pièces d'une villa à 2 ailes. La présence de mets de moulins à huile, en réemploi dans une murette proche, suggère l'existence d'une huilerie, activité agricole qui confirme l'importance du site dans le vie gallo-romaine. Dans la deuxième intervention, en 1992, l'équipe d'Alba et l'association fouillent à la base de ce qu'on appelle la tour. On trouve enfin l'assise, le socle, autour du noyau ayant servi à la construction du monument, qui honore la mémoire de Marcus Iulius Bassus. On cherche bien sûr à se faire une idée de sa taille et de sa forme, en le comparant à d'autres, celui de Rognes près d'Aix-en-Provence, étudié par Yves Burnand, celui de Lannuéjol en Lozère, l'association visite le mausolée. Notre inscription, mise en situation à la même échelle, nous laisse entrevoir un monument d'une taille respectable. Les fouilles de la DAH sont des opérations d'urgence. Il est grand temps, le Conseil général a tranché, le bulldozer arrive. Menacée du pire, Lavérune sera sauvegardée par une action exemplaire de protection du patrimoine. L'été 1991, il se tient au musée de la Châtaigne une très belle exposition de Drôme à Joyeuse qui fait le bilan des connaissances sur le site. Une plaquette un peu confidentielle est mise en page.
Avec l'aide du laboratoire CNRS de Jalès, on réalise un moulage du bloc épigraphique. 12 ans plus tard, le moulage exposé, à l'espace historique et légendaire de Joyeuse, fait un peu grise mine, au milieu des évocations hautes en couleurs des personnages de la commérage joyeusaine, peintes par Jean-Manuel Hernandez. Plus authentique et universitaire, mais avec grand enthousiasme, André Métairie fait une conférence mémorable sur Marcus Iulius Bassus. La CPPJ, plus qu'admirative, décide d'en garder le témoignage.